Monsieur le ministre, un peuple issu d'une grande civilisation se bat actuellement à main nue face au kalachnikov d'un régime sanguinaire. Un régime qui tue, qui viole, qui emprisonne massivement. Un régime sans foi ni loi. Un régime en difficulté, un régime qui fait le choix de couper toute communication avec le monde pour tenter de briser l'élan populaire. Je veux parler du peuple iranien. Il descend dans la rue, au péril de sa vie, contre la corruption économique, sociale et morale des nantis du régime. Un peuple qui manifeste pour la démocratie, pour sa liberté, capté, bloqué depuis la révolution iranienne de 1979. Le monde, la France et nous autres parlementaires, nous sommes face à des crimes d'État. Nous sommes face à une situation de non-assistance à peuple en danger. Il nous faut agir vite et maintenant. Monsieur le ministre, vous avez condamné les exactions du régime sanguinaire, c'est une bonne chose. Vous avez convoqué l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, c'est mieux encore. Mais je crois qu'il faut aller encore plus loin et beaucoup plus loin et plus vite. Nous avons avec mon groupe 3 propositions à vous faire. D'abord, agir pour faire adopter un nouveau train de sanctions européennes et inscrire sur la liste des organisations terroristes les gardes de la Révolution et les passedarans. Ensuite, exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Et enfin, demander une réunion rapide, immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies et mettre en place les nouvelles étapes de ce qu'on appelle la responsabilité pour protéger les peuples, R2P. Monsieur le ministre, voici nos propositions. Comptez-vous les reprendre pour faire en sorte que la France parle et agisse pour le peuple iranien? Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous l'avez dit, des villes et des villages d'Iran, de toutes les provinces, le peuple iranien, une nouvelle fois, s'est levé pour réclamer la justice et pour réclamer la dignité. Des commerçants, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des civils, et partout un seul et même cri de ralliement, le cri de la liberté. Et face à cette révolte pacifique, une répression intolérable, insupportable et inhumaine. Des manifestants abattus à bout portant par des armes d'assaut. Internet coupé pour dissimuler l'ampleur de l'horreur. Des cadavres qui s'entassent par centaines, par milliers, peut-être encore plus, dans des hôpitaux qui semblent saturés. Des morts que nous pleurons nous aussi avec les familles iraniennes endeuillées et des appels de détresse qui continuent aujourd'hui encore, auxquels nous ne pouvons être insensibles. Et c'est la raison pour laquelle la France a condamné avec force, par la voix du président de la République, les violences d'État qui se sont abattues sur des manifestants pacifiques. Ce message, je l'ai signifié au ministre des Affaires étrangères et il a été signifié à nouveau hier à l'ambassadeur d'Iran en France qui était convoqué au Quai d'Orsay. Mais comme vous nous y invitez, nous n'entendons pas nous arrêter là. La présidente de la Commission européenne a ouvert un chantier de désignation de ceux qui sont les responsables de cette répression et qui pourront être ciblés par des sanctions européennes comme les auteurs des répressions en 2022 du mouvement Femmes, Vie, Liberté l'avaient été à l'époque. Et il nous faut trouver aussi d'autres moyens de venir en soutien de la société civile iranienne si durement éprouvée. Parce que par cette révolte pacifique, le peuple iranien nous donne une nouvelle fois une grande leçon de courage. Le courage inouï de ceux qui sont prêts à prendre tous les risques, y compris le risque le plus grand, pour défendre leur liberté et leurs droits les plus fondamentaux. Et c'est pourquoi dans ce moment décisif de leur histoire, la France, le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, se tient tout entier et se tiendra à leur côté. Merci, Monsieur le ministre. Mais vous répondrez tout à l'heure à mes questions. Allez-vous ou non inscrire l'organisation des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes? C'est une vraie question, une vraie attente, je crois. Il faut le dire. C'est ce qui fera en sorte que le régime s'effondrera. Il faut taper leur appareil de sécurité. Et puis, vous n'avez pas répondu également. Le processus onusien de protection des peuples, il faut l'activer enfin. C'est un peuple qui est en train de se faire massacrer. Il le faut pour les millions d'Iraniens dans le pays et à l'extérieur, et il le faut pour l'image de la France et de l'Europe. Madame la ministre des Outre-mer, ce vendredi 16 janvier, le président de la République a invité les élus calédoniens à Paris pour un point d'étape sur le texte Bougival, sans préciser ni les thématiques à aborder, ni les conclusions attendues, laissant planer un flou sur l'objectif réel de cette réunion.
Le FLNKS a annoncé qu'il ne participerait pas à cette rencontre. Les loyalistes refusent toute nouvelle négociation. Les perspectives d'un accord global et durable sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie sont de plus en plus compromises. En octobre dernier, lors du vote du report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, vous vous étiez engagé devant la représentation nationale à reprendre les discussions avec toutes les parties prenantes pour tout faire pour respecter le consensus le plus large possible. Or, cet engagement est très vite passé à la trappe lorsque vous avez déposé un projet de loi sur une consultation anticipée des Néo-Calédoniens sur l'accord de Bougival. Le gouvernement navigue à vue, imposant des textes qu'il est ensuite contraint de retirer. Nous rappelons une fois encore la nécessité de revenir à la méthode calédonienne instaurée par les accords de Matignon et de Nouméa, fondée sur un dialogue constructif, loyal, autour d'étapes consenties. Quand l'État perd en crédibilité, la Nouvelle-Calédonie renoue avec la radicalité alors qu'elle traverse déjà une situation économique et sociale difficile. Madame la ministre, entre les discussions de Deva et celles de Bougival, un chemin existe pour inscrire la Nouvelle-Calédonie sur la voie de sa pleine émancipation afin qu'elle choisisse librement un destin commun. Le gouvernement va-t-il enfin retrouver son rôle impartial et constructif? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Narassiguin, merci de votre question qui s'inscrit exactement dans le prolongement des discussions que nous avons eues il y a quelques semaines dans le cadre du groupe de contact. Souvenons-nous, c'est exactement la même situation. Nous nous sommes dit à l'époque, et je vous avais dit que le chemin est difficile, le chemin est complexe. C'est aussi l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce chemin, il existe. Alors, il est étroit, en fonction des périodes, il est plus ou moins facile, mais il existe. Et la plus grande des erreurs ou la plus grande des fautes politiques qui pourraient être commises, c'est précisément de ne rien faire et de rester immobile. Et donc, à la suite du vote partagé du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur le projet de loi de consultation, nous avons décidé de continuer à agir. Et le président de la République a précisément souhaité ouvrir une séquence de dialogue, une séquence qui va permettre aux forces politiques de continuer à échanger pour continuer à espérer donner de la perspective aux Calédoniens. Il faut continuer à donner la chance à dessiner ce chemin commun pour le territoire. À partir de ce vendredi, nous réunirons donc toutes celles et ceux qui souhaitent poursuivre la conversation sur le plan politique, sur le plan économique et social, puisque vous l'avez dit, je prendrai la suite de cette ouverture faite par le président de la République. Il y aura la mise en place d'ateliers de travail sur des thématiques que nous connaissons déjà d'ailleurs, puisque ce sont des discussions de fond qui existent depuis longtemps, mais aussi sur tous les autres sujets que les partenaires politiques voudraient voir abordés, parce que je partage comme vous la conviction qu'un chemin est possible. Donc la porte est ouverte, et elle a toujours été ouverte à tout le monde. En revanche, et l'État est clair sur ce point, il ne peut pas y avoir de droit de veto de qui que ce soit sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'est pas entendable. À partir du moment où nous sommes dans la transparence, où la méthode est la même depuis le début, c'est-à-dire la confiance, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire la possibilité d'échanger sur tous les sujets, alors les forces politiques doivent prendre leurs responsabilités, toutes, et venir essayer de donner des perspectives aux Calédoniens. C'est ce qu'ils attendent avant tout. Nous serons donc au rendez-vous. L'État sera présent à partir de ce vendredi et pour les jours qui suivront. Madame la ministre, la Nouvelle-Calédonie a besoin de perspectives claires et de confiance. Vous l'avez dit, la situation financière est critique. Sans visibilité ni stabilité institutionnelle, toute refondation économique et sociale reposera sur du sable, mais aucune pression de type pétrole contre nourriture ne sera acceptable. Nous serons vigilants. Madame la ministre, je suis agriculteur bio dans une zone intermédiaire en Lorraine et je peux vous dire que le contexte est particulièrement difficile au moment où je transmets mon exploitation à un jeune agriculteur motivé de 25 ans. Il a besoin d'encouragement et de perspectives. Mais comment lui en donner lorsque notre pays est aussi affaibli ? Nous le voyons sur le Mercosur, où vous n'êtes pas en capacité de faire respecter la voix de la France face aux autres États. Pourquoi attendez-vous que le Parlement européen saisisse la Cour de justice de l'Union pour suspendre l'application du traité alors que vous en avez le pouvoir ?
Mais au Mercosur, dépourvu de clauses miroirs, s'ajoute un drame sanitaire avec la DNC et maintenant une tuberculose bovine à laquelle nous ne savons véritablement répondre faute de souveraineté sanitaire et vaccinale. Le Premier ministre a annoncé il y a quelques heures une loi d'urgence aux contours encore flous et qui semble une nouvelle fois rater sa cible. Madame la ministre, nos agriculteurs ont besoin de réponses concrètes et immédiates. Que faites-vous donc? Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacquin, je vous remercie pour votre question. 3 points dans votre question, un point sanitaire avec la DMC, un point sur le Mercosur et un point sur la loi d'exception qui a été annoncée par le Premier ministre ces derniers jours. Sur la DNC d'abord, le virus recule, aucun cas n'est recensé. À l'heure où nous parlons, je touche du bois si on peut dire, l'épizootie est aujourd'hui sous contrôle. Le virus recule grâce à la vaccination. Nous nous étions engagés à vacciner 750 000 bovins dans les 10 départements du Sud-Ouest. Cet engagement a été tenu et je remercie évidemment l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des vétérinaires qui ont été déployés et mobilisés depuis plusieurs semaines maintenant et notamment durant les vacances de Noël. Sur la question du Mercosur, la France a apporté une voix claire, constante et cohérente depuis le départ. Nous ne sommes pas opposés aux traités commerciaux par dogmatisme. Nous disons en revanche que ces traités doivent être justes et équitables. Or, le Mercosur n'est ni juste ni équitable et c'est pourquoi le président de la République, encore une fois dans une position de constance sur ces convictions que nous partageons ici, s'est opposé à l'adoption du Mercosur. Vous me parlez de la saisine de la CJUE. Cette saisine, pour qu'elle ait un caractère suspensif vis-à-vis du traité, doit être réalisée par le Parlement européen. Lorsqu'un État saisit la Cour de justice de l'Union européenne, la saisine n'emporte pas de caractère suspensif. C'est pourquoi nous disons que le Parlement européen a une responsabilité absolument majeure dans le cadre de cette saisine, de telle sorte que le processus d'adoption du Mercosur puisse être suspendu. Quant à la question de la loi d'urgence agricole, parce que certaines simplifications relèvent effectivement de la loi, le gouvernement préparera en lien étroit avec les professionnels et en lien étroit avec les parlementaires une loi d'urgence pour répondre aux questions de l'eau, de la prédation et des moyens de production. Toutes les avancées doivent se retrouver dans les cours de ferme et ce texte sera inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres au mois de mars et devrait ensuite être examiné par le Parlement avant l'été. Merci Madame la Ministre pour votre réponse, mais après l'inique et productiviste loi Duplon ou les lois Egalim qui n'ont pas amélioré les revenus des agriculteurs, vous tentez une nouvelle fois de pallier votre incapacité à répondre et anticiper les problèmes à travers une loi d'urgence qui laisse de côté les enjeux sanitaires et environnementaux. Battez-vous plutôt pour que la prochaine PAC soit plus juste en majorant encore les premiers hectares et en favorisant la polyculture élevage avec des PSE, des mesures favorables aux petites exploitations et aux éleveurs que nous soutenons ardemment, ceux-là même qui manifestent et seront les premières victimes du Mercosur.